Madame, Messieurs, bienvenue au plateau spécial. Nous sommes de retour. Merci de nous renouveler votre confiance. Des rencontres se tiennent à Bruxelles. Des hommes politiques congolais au contact des officiels belges s'expriment sur le Congo. Ils font des déclarations qui alimentent les débats. Nous allons en parler tout à l'heure. Est-ce que Bruxelles est-elle devenue le porte-parole de l'opposition politique congolaise? Que penser du dernier passage de Didier Reynders à Luanda, à Johannesburg? C'est aussi un des sujets à discussion avec des invités habituels. Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci. L'habituel éditorialiste du Grand Plateau. Guillaume Manjolo, porte-parole de la BCE, merci d'être là. Merci à vous. Et pour terminer, Freddy Moulumba, chercheur en sciences politiques. Nous sommes là pour à peu près 45 minutes d'échange sur l'actualité. Comme je l'ai dit, Jean-Marie, pour commencer, c'est encore quoi cette nouvelle agitation sur le Congo entre Bruxelles et quelques capitales africaines? Bon, merci madame. Moi je pense que le plus important pour nous, c'est d'abord de jeter les bonnes bases et d'éclairer ceux qui nous suivent sur la situation qui prévaut souvent entre la Belgique et la RDC. Il faut rappeler que la Belgique, c'est l'ancien colonisateur de notre pays, la RDC. En Belgique, il y a comme une espèce d'esprit de domination constante, permanente, de la RDC et même de ses populations. De paternité, de... Oui, c'est une espèce de condescendance naturelle, un tutorat éternel qui consiste dans chaque Belge de penser que la RDC c'est leur chose, leur à l'époque du mal à partir. Oui, c'est-à-dire que quelle que soit la génération de Belges, ils se disent que la RDC, le Congo belge comme ils appellent, notre Congo, parce que là-bas il y a dans l'environnement belge, le consentement mutuel de Belges, c'est que nous, les Belges, nous avons notre patrimoine qui s'appelle le Congo. Notre Congo. Les Congolais appartiennent à la Belgique pour eux. Leur classe politique aussi. Ça, c'est un premier fait. Et donc, quel que soit le gouvernement qui va arriver à la tête de la Belgique, il y a toujours ce préalable. Chaque gouvernant congolais doit faire allégeance au royaume de Belgique, au gouvernement belge. Quand un Belge parle de la RDC, c'est comme si le patrimoine belge doit être présenté aux autres. C'est tutorat. C'est un peu le fonds de commerce de la diplomatie belge à travers le monde. Et donc, depuis 1960, ils nous ont octroyé, enfin, je ne peux même pas dire octroyer, cette indépendance que nous avons arrachée des mains de Belges. Pour eux, c'est provisoire, c'est artificiel, ça ne peut pas être considéré comme une espèce de séparation, comme dans beaucoup de pays même de l'espace francophone. Et donc, rappelez-vous qu'Antoine Gizenga, lorsque le maréchal Mobutu et ses amis à l'époque, on termine avec Lumumba et ses amis, Gizenga est parti où? En Belgique, pour être contrôlé par la Belgique. Et ils ont fait chantage à Mobutu avec Gizenga. Nguz Garlibonde, lorsqu'il était en maille avec le maréchal Mobutu, le mal zaïrois qu'il a écrit, c'est depuis la Belgique. Et il était dans les bonnes grâces là-bas des Belges, parce que pour faire chantage à Mobutu, il fallait utiliser des opposants. Où voulez-vous en venir? Vous avez cité deux grands noms de la politique. Je peux vous citer un autre. Oui, Etienne Tshisekedi. Tshisekedi avait carte blanche en Belgique, papier, passeport, ses enfants, d'ailleurs certains de ses enfants d'ailleurs sont belges. Pourquoi? Parce que c'était un peu, je dirais, le chiffon rouge qu'on agite à chaque fois lorsqu'il s'agissait de faire chanter Mobutu, c'était Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est Katumbi. Aujourd'hui, c'est accessoirement Jean-Pierre Bemba. L'histoire se répète. Et donc, l'agitation que vous avez vue, que vous avez rappelée tout à l'heure, qui s'est produite d'ailleurs il y a quelques jours à peine, Reynders à Luanda, pour chercher peut-être quel pion utiliser pour déstabiliser la RDC, ça découle d'une logique simple. Le Genval qui a été organisé avec l'ensemble de la population, enfin, de l'opposition. Toujours en Belgique, oui. Oui. Ils sont venus voir Etienne Tshisekedi pour lui dire, nous voulons une révolution en RDC. Vous êtes populaire, même malade. Quand vous allez rentrer, on veut un déferlement des Congolais dans la rue pour chasser Kabila, etc. Apportez avec vous tous les opposants pour le faire. Tshisekedi est arrivé, ça n'a pas eu lieu. Sa santé ne lui a pas permis de continuer, il est décédé.
Et aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito et tous ceux qui se sont Mais c'est un peu retrouvés. un mini Genval qui vient d'être fait. C'est-à-dire quoi? Bemba a été libéré pour justement faire ce que Tshisekedi n'a pas pu faire, la révolution. Parce qu'on a utilisé aussi un pro-Belgique. C'est trop fort d'affirmer des choses comme ça, Non, c'est non. une analyse que vous Non, faites. non, c'est une analyse tout à fait géostratégique. On ne peut plus simple. C'est-à-dire qu'on a pensé que Bemba de 2006 était Bemba d'aujourd'hui, qui pouvait entraîner des masses populaires, etc. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il était un peu dans une logique de guerre, un peu belliciste, etc. Ça n'a pas fonctionné. On a dit Katumbi. Oui, Katumbi a le Katanga c'est le fief de Kabila, etc. Si on détache les Katanga de Kabila, Kabila tombe. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, pour cette élection présidentielle, il aurait fallu maintenant rassembler le reliquat qui reste. Le reliquat, mais il y a d'autres qui sont restés à Kinshasa qui ont fait des déclarations. Jean-Marie, vous permettez que je prenne Maître Guillaume Manjolo autour de la même question. Jean-Marie a donné des arguments qui expliquent que depuis des années, la Belgique se fait le centre du monde pour les décisions du Congo qui fut une colonie. On a du mal à se départir. Maître Manjolo. Oui, merci madame. Au fait, j'irai beaucoup plus loin que Jean-Marie par rapport à cette question-là. Nous avons une construction belge qui est basée sur l'apologie de Léopold II, qui est le fabricant lui-même, qui a fait une usine qui s'appelle la Belgique, avec sa propre construction, dont les matériaux venaient de la RDC. Et ces matériaux étaient notamment les caoutchoucs et les restes, avec ce qu'il y a eu comme... C'est de l'histoire, les mains coupées et tout ça. Ce n'est pas de l'histoire, c'est la construction de la Belgique. La fondation de la Belgique, c'est ça. C'est pas autre chose. Non, ça fait partie de notre histoire. Oui, mais non, ça ne fait pas partie de notre histoire, ça fait partie de notre souffrance d'abord. C'est-à-dire que l'État congolais, si vous et moi, madame, nous sommes congolais, parce que nos ancêtres ont eu les mains coupées. Autrement, vous serez du Congo central, je serai du Kasaï, un pays différent. Notre union, vous et moi, est faite sur la base des mains tranchées qui a fait que les premiers génocides commis sur les sols africains, ou dans le monde d'ailleurs, a été commis par les Belges sur les Congolais pour qu'on puisse créer cet État indépendant, devenu par la suite une colonie. Donc, vous et moi, nous devons notre existence en tant que Congolais, au sens premier du terme, sur les fondements de ces souffrances-là. Et par conséquent, ce n'est pas l'histoire, c'est notre naissance. L'ouverture, l'accouchement de la RDC vient de ça. Et par conséquent, j'estime que nous devons, à cette sacralité-là, observer de temps en temps un certain respect qui n'est pas observé par certains fils de la RDC. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Qu'effectivement, partant de ces principes-là, les apologistes de Léopold II sont eux qui construisent, qui ont construit, parce que Léopold II reste une superstar dans ce pays-là. Il a des monuments partout. Que vous allez regarder les palais de la justice, c'est lui qui a construit ça. La plupart d'activités, des infrastructures de la Belgique ont été mises en place par Léopold II avec le sang des Congolais. Et par conséquent, on lui doit quasiment tout. Alors, ils ont une stratégie particulière. N'ayant pas été en mesure de pouvoir démolir la RDC, parce que leur idée, au fait, c'était juste de récupérer les Katanga par tout moyen. Ça n'a pas marché. Alors, ils ont trouvé une supercherie extraordinaire, c'est toujours d'avoir dans leur poche, dans leur besace, un fils congolais, un peu perdu, qui n'a pas compris qu'effectivement, il doit sa nationalité congolaise à ses ancêtres qui ont eu les mains coupées par les Belges en question. Il pense qu'effectivement, ces gens-là peuvent lui donner le pouvoir pour continuer à régner sur son territoire et à travers lui, accéder aux matières premières, notamment les Katanga en particulier. Aujourd'hui, vous avez une structure particulière qui s'est mise en place, qui s'appelle Glencore. Glencore, on passe par Glencore pour financer un certain nombre d'acteurs politiques RDC à travers la Belgique. Mais malheureusement pour eux, Dieu est congolais. Dieu est congolais, deux fois congolais. Et on le sent à travers les fils de la République qui sont dignes dans l'allure, le ton et la constance de leur position. Et ça marche toujours. Depuis qu'on a décidé qu'effectivement, dorénavant, les affaires de la RDC vont se traiter en RDC et nulle part ailleurs au monde, avec les rappels sur ce que le Lumumba nous avait laissé, nous a légué, les pères fondateurs de la nouvelle République, qui est celle-ci, le Lumumba, puisqu'avant c'était la première République du sang, la deuxième du sang aussi, mais d'un individu cette fois-ci, nous a dit, vos affaires, vous les traitez en RDC et nulle part ailleurs. Et ce respect de cette parole-là fait que, Dieu étant congolais, on voit les résultats aujourd'hui. Tous ceux qui ont tenté, extérieur ou intérieur, ont failli. Tous ceux qui ont voulu arracher les pouvoirs par la Belgique ne l'ont jamais eu.
Et tous les ministres belges qui ont été impliqués d'une manière ou d'une autre dans les affaires internes de la RDC, croyant pouvoir faire main basse encore sur la RDC, n'ont pas réussi. Prenez les cas de Karel de Gucht, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Incognito, porté disparu. Prenez les cas de l'américain Fingold, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? On n'en parle plus. Les prochains sur la liste est déjà connu. Il est en train de faire les tours du monde, cherchant par quelle entrée il peut accéder à la RDC avec ses milices à travers les gens qui, normalement, au regard de nos lois, donc des À qui vous faites allusion? J'ai fait allusion à celui qui fait la tournée de l'Afrique aujourd'hui pour solliciter soit une transition sans Kabila, sur les fondements de l'apologie de Léopold II, soit une défenestration à travers une guerre. Mais ce qu'ils oublient, parallèlement à cela, je sais qu'on a eu des retours de flammes de certains pays voisins ici lorsqu'on leur a dit que la RDC d'hier n'est pas la RDC d'aujourd'hui. La RDC est dans une période particulière qui est celle à la fois de la disposition à faire la vraie guerre, parce que nous sommes outillés pour pouvoir la faire. La RDC est dans une période d'une paix industrieuse, comme on disait à l'époque encore, c'est-à-dire que c'est pour les travail, pour l'organisation, pour le bien-être des populations. Et cette RDC-là n'est plus celle ancienne. Alors, elle a changé, maître. Alors, excusez-moi de revenir sur cette question. Ne pensez-vous pas que toutes ces personnes, ces acteurs politiques qui acceptent d'aller en Belgique, se retrouver pour donner l'image de l'unité, n'ont pas la possibilité de s'exprimer au Congo? Voilà pourquoi ils vont recourir, par exemple, à la Belgique, rapidement. Non, mais vous savez, on est africain, on est bantou, on est congolais, on est porteurs, au fait, de dispositifs génétiques des mains coupées. Et ceux qui ont fait ces actes-là, qui ont commis ces actes-là, ces crimes-là, sont les Belges. Il est inconcevable que vos ancêtres, parce que nous croyons à la cosmogonie, que vos ancêtres vous donnent droit au départ de leur souffrance. C'est quasiment impossible. Donc c'est vous pouvez rêver de tout, sauf de la Belgique par rapport à l'accès aux responsabilités. Qui a accédé aux responsabilités à travers la Belgique? Mobutu l'a fait, on connaît la suite. Mobutu a eu ça, on connaît la suite. Ce qui fait que dorénavant, la porte est hermétiquement fermée à toute personne qui irait quérir la possibilité d'accéder aux responsabilités. Ça, c'est d'expérience. C'est l'expérience. En même temps, nous sommes bantous. Si je fais appel à tous ces cris qui remontent à la nuit des temps, tous ces sangs qui a coulé, ces sexes tranchés, ces mains tranchées, ces corps tranchés, à vif, s'il vous plaît. La malédiction. La malédiction des mains coupées sera portée par toute personne qui ira faire encore connivence, qui ira s'affilier à celui qui a causé ça. Et malheureusement, c'est comme ça. De toute façon, vous voyez très bien que même la CPI qui était contre nous hier, aujourd'hui, est en train de s'aligner. C'est la preuve. Nous y reviendrons. Freddy Mulumba, la Belgique, centre du monde, pour parler du Congo, il faut aller se faire entendre là-bas. Madame, quelquefois ça me fait rire. Il y a l'ancien ministre belge des Affaires étrangères, Jean Gol, le patron de Louis Michel. Il avait dit que le Congo est le seul pays au monde qui croit que le Congolais, c'est le peuple au monde qui croit que la Belgique c'est une grande puissance. C'est ça l'image qu'on a du Congo. Sur le plan géopolitique, la Belgique n'existe plus comme puissance. Il n'y a que ça dans notre imaginaire. On pense qu'elle est puissante. Et de l'autre côté, en Belgique aussi, beaucoup d'élites n'ont pas encore compris que les temps des aventures de Tintin au Congo est révolu. Voilà les attitudes de nos opposants qui sont à Bruxelles, qui ne sont pas à Paris. Voilà les attitudes de qui c'est Renders, qui fait encore le tour de l'Afrique pour négocier les affaires congolaises. C'est la fin d'une époque. Beaucoup n'ont pas encore compris, on ne va pas encore reculer. Mais dans tout ça, madame, il faut relever que les masques sont tombés. Quand le processus a commencé ici, avant Géval, ils étaient à Île de Gorée. Qui était derrière? ONG internationale, multinationale. On disait, on va parler du processus électoral. Ils arrivent à Genval, nos frères congolais se réunissent, ils prennent leurs rapports, ils remettent au patron, Renders. Maintenant, les Belges se rendent compte qu'ils ont échoué. Que faire? Les masques tombent. Renders prend la parole, se présente comme porte-parole de l'opposition.
Parce que quand vous prenez ces déclarations, les déclarations de notre Église catholique, les déclarations de notre opposition politique, elles sont les mêmes. Donc, ce qui se joue ici, c'est la survie de la Belgique. Et il ne faut pas oublier que depuis 1908, la Belgique a eu le rôle de ce qu'on peut appeler les commissionnaires pour protéger les intérêts des multinationales. Donc, le travail que M. Renders se fait aujourd'hui, ce travail de commissionnaire, comme beaucoup d'intérêts sont à Bruxelles, actuellement, c'est la Belgique qui les porte. Donc, Renders, non seulement représente les intérêts belges, il représente aussi les intérêts des multinationales et surtout des multinationales minières qui ont perdu les Katanga. Les Katanga ont perdu pour eux. D'ailleurs, M. Mandiol vient de le dire, Jean-Marie vient de le dire aussi, c'est grâce au Katanga qu'on a construit la Belgique. Allez au Katanga aujourd'hui, on a laissé des trous. Qu'on me montre un bâtiment construit par la générale de Belgique, il n'y en a pas. Donc je pense que beaucoup n'ont pas encore compris que nous sommes arrivés dans une autre période. Il y a d'autres puissances qui émergent et le Congo doit s'assumer. C'est là où ça devient intéressant que nos élites changent leur vision du monde. On a des élites, docteurs, des professeurs, qui se comportent comme des enfants. Donc il faut savoir s'assumer. Jean-Marie Kassamba, les mêmes personnes à Kinshasa font les mêmes déclarations qu'à Bruxelles. La machine à voter, les électeurs, les doublons, 16 millions, il faut les enlever parce que la principale revendication de la classe politique, pour dire de l'opposition, c'était que le chef de l'État ne rempile pas. Maintenant que le président de la République s'est prononcé sur un autre candidat, en principe, il n'y aurait plus de débat. Pourquoi ça continue? Non, en réalité, tous ces prétextes avaient pour rôle d'effacer le système qui empêche à la Belgique et au monde capitaliste représenté par les miniers de s'accaparer du patrimoine national. D'abord les Katanga et principalement Kolwezi, avec la nouvelle révolution, comme vous le savez aujourd'hui, technologique, avec le cobalt, titanium et tous ces minéraux stratégiques aujourd'hui. Il faut remarquer que Joseph Kabila, avec le nouveau code minier, a enlevé, comme vous l'avez enlevé à l'époque à la fourmilière, vous vous rappelez, le général de Belgique, lorsque Tchombe était fabriqué par la Belgique pour faire la sécession, pour récupérer les Katanga, échoue, la Belgique s'est rapprochée de Mobutu. La Belgique et la France ont livré Tchombe, rappelez-vous, avec des CIA à Mobutu, pensant que Mobutu allait leur donner le pays. Mais lorsqu'en 1974, Mobutu zarianise, récupère le patrimoine, et que Mobutu commençait avec le grand bâtiment qui est à Kinshasa aujourd'hui, Sozacom, à vendre le minerai avec CCIZ, une bourse de valeur avec les minéraux, etc. Mobutu devient la bête noire. C'est là qu'on a créé, en 1978, la fameuse lettre des 13 parlementaires, à la tête desquels il y avait qui? Étienne Tshisekedi. Nguz Carlimon n'était pas loin. Et donc, la Belgique s'en fiche complètement des élections. Les miniers s'en fichent des élections. Ils s'en fichent même de la Constitution. Ce n'est pas leur affaire. Et c'est comment faire pour contrôler nos minéraux. Alors, si c'est ça l'argument, comment comprendre cette démarche Joseph Kabila les a pris congolais, un peu, je dirais, de court. Parce qu'ils avaient préparé tout l'arsenal de déstabilisation avec ce prétexte de troisième mandat, avec violation de la Constitution, parce que c'était ça qui devait être un peu la cause, comme Sarkozy qui avait dit Kadhafi tirait à Benghazi sur la population, on va intervenir, etc. Et ils allaient dire Kabila a violé la Constitution, la population n'en veut pas, etc. C'est pour cela qu'on va intervenir pour sauver la démocratie. Patatras, ça n'a pas fonctionné. Kabila a dit non, moi je respecte le texte. Maintenant, eux-mêmes qui aiment bien les textes, Jean-Pierre Bemba, condamné, ça vient d'être confirmé aujourd'hui. La constitution congolaise, la loi électorale congolaise, interdit à quelqu'un qui est condamné de se présenter. Ils l'ont libéré, peut-être par ignorance de notre loi, mais ils se sont aperçus par après que Jean-Pierre Bemba ne peut pas être de la course. Maintenant, quand la Cour constitutionnelle invalide Mozitu, invalide Jean-Pierre Bemba,
démontre à suffisance qu'elle est indépendante et républicaine et surtout souveraine, ils disent quoi? On va maintenant rassembler tous ces sujets. C'est là où ça devient péjoratif. Ces sujets congolais pour leur donner un, comment on peut dire, un langage à tenir. Ce n'est plus la violation de la Constitution pour le 3e mandat, ça devient machine à voter, ça devient fichier électoral, ça devient inclusivité. Et vous pensez qu'ils sont naïfs, toutes ces personnes qui vont se laisser robotiser, mais c'est là où j'ai trouvé que quelqu'un comme Muzito, Adolphe Muzito, universitaire par ailleurs, Premier ministre, pas du fait de Belge, mais du fait d'Antoine Gizenga, qui était un grand opposant. Il s'est dit lui-même de gauche, kabiliste, enfin, lumumbiste. Comment voulez-vous un Muzito, quelqu'un qui a lutté contre, enfin, je parle surtout de Gizenga, la domination belge. Il va s'asseoir en Belgique, sur instruction de Reinders, et commencer à débiter un discours tellement affligeant. Non, ça dénature même du combat politique de notre classe. C'était pathétique de les voir comme ça englués dans une petite pièce en face, Caméré, Jean-Pierre Bemba, Muzito, et en supplément, on a ajouté un Mboussanya ici, en supplément. Donc, quelque part, et je vais terminer, madame, oui, allez-y. Ça démontre que les Belges n'ont pas du respect pour notre classe politique. Ils se disent dans leur fort intérieur qu'on peut faire aux Congolais ce qu'on veut, pourvu qu'on leur promette quelque chose. Oubliant que la politique, ça se fait chez nous. Ceux qui votent, c'est chez nous. Pendant que le Belge Reinders réunit ces quelques Congolais à Bruxelles, eh bien, il y a la campagne électorale qu'il faut faire. Oui, ici. mais les problèmes qui sont évoqués sont à débat, même ici, à Kinshasa, Maître Manjolo. Oui. Les électeurs doublons, la machine à voter, ce sont les mêmes revendications, mais c'est peut-être le lieu qui n'est pas indiqué. Non, ce ne sont pas les mêmes revendications, madame. La grande revendication était pas des 3e mandats. Sinon, c'est la terre brûlée. C'était ça. Oui, mais en ce moment-ci, le chef de l'État s'est déjà prononcé. Donc tout à fait. C'est-à-dire la mère de toutes les revendications, c'était celle-là. Le monde entier, en commençant par les porte-paroles du monde entier, la Belgique, c'était ça les discours. Mais si c'était ça aujourd'hui, toutes ces démarches n'auraient pas d'utilité. Donc il y a autre chose. Il n'y a pas d'élection parfaite dans le monde. Ça n'existait pas. On l'a vu aux États-Unis entre Bush et Al Gore. 1 mois pour trouver la solution. Finalement, c'est la Cour constitutionnelle des États-Unis qui a tranché. On n'a pas de problème en ce qui concerne la machine, en ce qui concerne les électeurs. Il y a des aléas. La CENI, vous pouvez pas dire ça. Non, je veux dire qu'il y a des aléas dans les processus qu'on peut corriger. Oui, mais peut-être qu'ils estiment qu'ils ne sont pas assez écoutés. Non, ils cherchent il n'y a pas de discours arbitrages. à ce niveau-là. Arbitrage où ça? Madame, je vous ai dit ici que les principes, c'est la sacralité de ce que nous sommes, de notre identité nationale, notre origine et notre futur. Les mains coupées, le Lumumba est notre avenir. Stop, ça s'arrête là. Donc, est-ce qu'on peut en discuter? Il y a eu plusieurs forums ici en RDC, depuis la conférence, en passant par Sainte City, la Cité de l'Union africaine, et finalement la CENCO. On a toujours parlé. Ce n'est pas là le problème. On ne peut pas transporter nos saletés à l'extérieur et de surcroît entre les mains des apologistes de Léopold II. C'est un crime contre la raison, c'est un crime contre la nation et contre la dignité qui est la nôtre. Et par conséquent, on doit prendre ça en considération. Sous les motifs fallacieux de l'imprimante, de la machine à imprimer, à marquer, c'est un marquoir de bulletins, ou un marqueur de bulletins si vous voulez. Mais comment comprendre, vous qui êtes de la majorité, excusez-moi, facilement vous acceptez la machine à voter, et tous les arguments qui viennent de l'autre camp, il y a des choses aussi qui vous mettent en désaccord avec la CENI? Il arrive, madame, qu'on ait des accords avec la CENI, mais tout simplement, on doit considérer que cette structure est indépendante. Moi-même qui vous parle, j'avais été aux élections en 2011, j'ai eu 12 000 voix, mais malheureusement, devant la Cour suprême à l'époque, la personne qui a été en justice en ma faveur n'avait pas qualité, j'ai été disqualifié, et par conséquent, celui qui a eu 5 000 voix est passé. Voyez-vous, je me suis soumis à la loi. En vertu de quoi certaines personnes, sous les motifs qui seraient des célébrités, d'ailleurs tirées soit des armes ou du pillage de la République, devraient avoir droit à la parole, à la sacralité de la parole. Ce n'est pas bon. Maintenant, revenons sur la préoccupation actuelle qu'il faut vider.
la machine à imprimer les marqueurs des bulletins n'est pas une machine à voter. Premier élément. L'effectif dont vous parlez aujourd'hui, les électeurs, qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a beaucoup d'entre eux qui n'ont jamais été aux élections, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Mais comment vous vous substituez en porte-parole de la CENI? C'est ça le problème. Non, quand la majorité madame, prend les arguments de la CENI, la CENI est composée, madame. Vous avez dit qu'elle est indépendante. Oui, mais elle est composée structurellement de l'opposition, de la majorité et de la société civile. C'est ça la CENI. Ce n'est pas un groupe politique qui a créé la CENI. C'est l'ensemble des forces politiques, des acteurs politiques et de la société civile qui composent la CENI. Maintenant, vous envoyez des gens à la CENI, au matin, au soir, vous n'êtes pas d'accord avec eux. De la même façon qu'on a vu l'UNC envoyer des ministres au gouvernement, une fois qu'ils n'étaient plus d'accord, on les défenestrait. On doit arrêter avec ça, avec des sentiments d'autorité sur des choses dont vous n'avez pas la maîtrise. Parlons des fictifs, soi-disant, ou ceux qui n'ont pas d'empreinte digitale. Madame, devant chaque bureau de vote, il y a des listes des électeurs. Des listes des électeurs. Ce qui fait qu'on arrive avec sa carte, on regarde, on coche. Le nombre de bulletins dans ces bureaux-là correspond au nombre d'électeurs affichés. Pas un de plus, pas un de moins. C'est ça le principe. Oui, ceux qui connaissent clair, les élections. Mais il y a des suspicions, c'est ça le problème. Mais malheureusement, madame, moi, je suis du Kasaï, de l'espace Kasaï. On a connu l'histoire des communes en Sapou, on a connu beaucoup de choses et tout ça. Je suis sur le terrain en permanence. L'opposition ne s'y trouve pas. On est à 2-3 mois des élections. Ils ne sont jamais là. Ça, c'est des bonnes guerres. Non, ce n'est pas des bonnes guerres. Avez-vous vu les leaders de l'opposition, ceux qui sont à Bruxelles, être en province en train de démarcher, en train d'aller voir la population pour la pousser à l'enrôlement? Et d'ailleurs, ceux qu'on parle sur l'enrôlement, c'est nous qui les avons poussés pour l'enrôlement, ce n'est pas eux. Et par conséquent, ils ne peuvent même pas prétendre revendiquer les nombres d'électeurs parce qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils n'ont pas été suscités l'envie de voter à ces gens-là. Ce qui fait qu'ils ne sont pas crédibles dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont raté les coches avec l'histoire du troisième mandat. Aujourd'hui, ils vont devoir se coller à l'histoire des électeurs sans empreinte, à l'histoire de la machine dont ils qualifient de tous les noms. Et encore faut-il qu'avoir quand même de temps en temps une connaissance approfondie dans ces choses-là pour en parler. Et finalement, ils ne s'en sortent pas. Parce que le seul outil à leur disposition aujourd'hui, j'ai des amis qui sont dans l'opposition qui m'appellent sans cesse en disant « Oui, nous sommes en train de penser à une transition sans Kabila. » Vous êtes encore là, vous? Mais c'est fini, terminé. C'est imaginable. Mais non, mais pas du tout. Au moment où le calendrier est arrêté, le processus suit son cours normal, Freddy Mulumba, une transition. Est-ce que Kabila est encore le problème pour le Congo? Bien voir les choses. Au début, on disait il ne faut pas un troisième mandat. Le président Kabila n'est pas candidat. Il y a un nouveau candidat. Cet argument est tombé. Maintenant, on commence à parler de machines à voter, qu'il faut qu'on remette ça en cause. En fait, l'enjeu ici, madame, ce ne sont pas les élections. Ce n'est même pas le troisième mandat. Comment contrôler les richesses du Congo? Mais parce qu'il faut, il faut le relever. Les acteurs politiques qui se sont retrouvés à Bruxelles ne se sont pas prononcés sur une candidature unique. Donc, oui, mais ici, pas parce pour que les élections. Nous sommes dans des contradictions secondaires, dans l'accessoire. L'essentiel, le Congo contrôle 60% du cobalt du monde. Et sans le Congo, il n'y aura pas, sans le cobalt du Congo, il n'y aura pas les batteries, donc les voitures électriques. C'est l'enjeu, pas vos histoires des élections. Ils s'en foutent. Parce qu'il y a des coins où il n'y a même pas d'élection, on les accepte. Ici, c'est comment arriver à mettre leurs clients à la tête du pays, avoir des gérants. C'est ça l'enjeu qu'ils cherchent. Mais maintenant, comme ils ont échoué, qu'on ne soit pas naïf. Et c'est de ça que Renders évoque en Angola, en Afrique du Sud, c'est toujours ça? C'est ça son travail. C'est un commissionnaire. Hein? Mais derrière tout ça, comme ils ont échoué derrière les négociations, ils veulent bloquer les élections, c'est la guerre qui va arriver. J'ai dit aux Congolais, il faut nous préparer à nous battre. On ne se prépare pas aux élections, on se prépare à la guerre. J'ai dit que même après l'élection, vous connaissez très mal l'occidental. Il ne comprend quand il y a un rapport de force. Il frappe, vous frappez, vous négociez. Mais les Africains sont tellement naïfs, ils estiment que quelqu'un peut venir comme ça, non, non, donnez-moi les matières premières, je vais les acheter. Non. Et dans leur culture, on négocie avec un homme fort et non avec un faible. Donc actuellement,
après l'élection, il faut déjà qu'on se prépare. Il y a la guerre. Je prends toujours la guerre de l'AFDEL, toutes les guerres à l'Est. Il y a eu élection. Pourquoi ça n'a pas pris fin? C'est parce qu'ils n'ont pas encore atteint leur objectif. Mais l'objectif primordial, c'est comment balkaniser les pays. Les pays sont trop riches, on ne peut pas les laisser au noir. Il faut les diviser. Et si nous sommes naïfs, on va nous faire esclaves ici. Et nos enfants et nos petits-enfants seront vendus comme c'est passé en Libye. On a vendu des Noirs. Hein. Sommes-nous conscients? Je relève un autre sujet à débat. Jean-Marie l'a dit il y a quelques instants. La CPI s'est finalement prononcée aujourd'hui sur la subornation des témoins. Jean-Pierre Bemba est condamné pour 1 an sans peine de prison parce qu'il en a déjà purgé autant. Ça le disqualifie de la classe politique. Quel avenir Bemba peut-il avoir avec ce que l'on sait aujourd'hui? Bon, d'abord, ce qu'il faut dire est que Jean-Pierre Bemba n'est plus utile à l'Occident. C'est une possibilité. Non, il n'est plus utile. Pourquoi? Parce que je vous avais dit que Tshisekedi était utilisé pour la révolution qui n'a pas eu lieu. Sa santé d'abord, ensuite la réalité du Congo d'aujourd'hui. Et Jean-Pierre Bemba a été utilisé d'une manière ponctuelle pour qu'une fois arrivé à Kinshasa, escarmouche, etc., parce que le corps de Tshisekedi n'était pas arrivé. Ça n'a pas fonctionné et la RDC s'est affirmée. Le dernier communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, rappelant l'instrumentalisation de la CPI à des fins politiques, ça rappelait heureusement la CPI à sa juste signification. Rappelez-vous les déclarations de Donald Trump, le président américain. Sur la CPI. Oui, qui a qualifié la CPI de dangereuse, de pas sérieuse, de pas efficace, et mise en garde contre la CPI si jamais elle s'attaquait aux ressortissants américains, même aux alliés des États-Unis, c'est-à-dire Israël et d'autres pays comme la Turquie, etc. Ça veut dire quoi en plus clair? Jean-Pierre Bemba, pendant 10 ans, a été mis en prison parce qu'il avait péché contre certains intérêts occidentaux, notamment en Centrafrique, les banques qui ont été pillées, etc. Il y a eu des choses pas claires avec ceux qui avaient planqué leur argent là-bas. Et pour eux, c'était on va dire, un butin significatif, intéressant pour crédibiliser la CPI. Et sa carrière politique sur le plan national. On l'a sorti pour un rôle qui n'a pas pu fonctionner. Et aujourd'hui, la décision qui est tombée, c'est pour démontrer à suffisance que, on a voulu l'utiliser, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, on enfonce les clous davantage. Remarquez très bien, quand les avocats de Jean-Pierre Bemba demandent à la CPI, parce que notre cour constitutionnelle avait déjà donné sa décision souveraine, comme ils sentaient que la RDC allait s'affirmer sur le plan de sa souveraineté, et c'est la RDC qui crédibilise la CPI, ils ont dit non, on ne peut pas s'ingérer dans la procédure électorale. Parce qu'ils ont senti que le rôle que Jean-Pierre, on voulait le faire jouer un certain rôle qui n'a pas fonctionné, et qu'une fois rentré en Belgique, ou plutôt là-bas en Occident, il ne servait pas grand-chose, alors ils l'ont complètement aujourd'hui désactivé. Sa carrière politique risque de s'arrêter là, parce que la loi, l'article 10 notamment, ne précise pas la durée. On risque d'avoir, par exemple, dans 5 ans, s'il lui revient et que la Constitution n'est pas changée, la loi électorale n'est pas changée, qu'il ne puisse pas se présenter, parce qu'on va encore lui mettre à la figure cette même loi. Et donc, je reviens à ce qu'a dit Freddy Moulumba tout à l'heure. Le processus électoral n'intéresse pas les intérêts financiers, les capitales ou ces grandes puissances. Regardez ce qui s'est passé au Mali. 850 bureaux de vote n'ont pas pu fonctionner. Ibeka, qui est là, élu, il a été élu par 15% des Maliens. Kidal, toute la partie nord, partout. Personne n'a voté. Mais notre, enfin, je peux même dire, sœur, qui représentait la délégation européenne là-bas, Cécile Kenge, regardez aussi pour quelle cause elle milite souvent d'ailleurs, elle a validé. Elle a dit, oui, les élections sont passées dans les bonnes conditions, grosso modo, ceux qui veulent contester, allez voir le... Malgré tous ces partis coupés. Oui. Imaginez un seul instant que ça pourrait se passer dans un pays comme la RDC qui les intéresse. On aurait dit quoi? Ah non, 15%, c'est pas représentatif, il faut tout recommencer, etc. On a validé Ibeka. Deuxième exemple. Parce que les élections, ça ne les intéresse pas. On a défenestré Kadhafi, qui avait un pays sur le plan économique qui tenait la route, qui exportait même d'ailleurs.
les capitaux en Suisse, un peu partout, parce que soi-disant on va instaurer la démocratie. Mais depuis que Kadhafi est parti, est-ce que vous avez vu les élections en Libye? Non. Entre-temps, le pétrole ne fait que traverser la Méditerranée. Le pétrole, beaucoup de pétrole. Et ça, on ne le dit pas. Les génocides humains que vous voyez là, dans la Méditerranée. J'ai même suivi le ministre de l'Intérieur italien dire que les Noirs là qui traversent chez nous, il faut qu'on les trie à mer, qu'on les trie là-bas à mer pour qu'on puisse nous envoyer seulement ceux qui, nous, on va juger qui sont candidats à l'immigration, les autres là, on va les renvoyer. Aujourd'hui, la Libye est complètement déstructurée comme l'Irak, comme l'Afghanistan. Ça ne les intéresse pas. Donc l'exportation de la démocratie, la bonne gouvernance, etc., les droits de l'homme, ça n'intéresse personne. C'est la RDC, les coffres du monde, Kolwezi, les mines qu'on découvre un peu partout aujourd'hui, le pétrole qui intéresse les gens. Et si les Congolais ne font pas attention, on risque de connaître la situation du Soudan. Est-ce que vous entendez qu'on parlait du Darfour? Non. Mais le pétrole du Sud-Soudan, lui, part. Est exploité. Oui, oui. Maître Mondiolo, il y a la semaine passée, le gouvernement, par 2 mises au point, s'est exprimé, a même menacé, au dernier communiqué, de se retirer de la CPI, structure pour laquelle elle a participé à sa création en signant le traité de Rome. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est condamné. Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, on a constaté que les pays qui a donné la crédibilité à la CPI, c'est la RDC. C'est la RDC en ce sens que il s'est passé beaucoup de choses chez nous dans la partie Est. Nous avons livré. Vous avez livré les premiers clients. Les premiers clients de la CPI. C'était de la naïveté un peu. Non, pas du tout. La collaboration. Non, pas du tout, parce qu'on part du principe que c'est un tribunal subsidiaire au tribunal de la RDC. Dans l'hypothèse où nous ne sommes pas en mesure de pouvoir régler un problème, on peut déférer devant cette cour. C'est ce que fixe les statuts. Et aujourd'hui, prêt à faire machine arrière, l'État congolais? Mais tout à fait. On a constaté qu'effectivement, il y a énormément de non-dits et des procédures qui sont d'ordre politique et tirées des lobbies. Madame, lorsque Bemba est libéré, il y a France 24, c'est pas congolais, c'est pas Télé 50, qui dit rocambolesque libération d'un chef de guerre qu'on doit utiliser comme un chien d'attaque. France 24. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, la terminologie française est chef de guerre, jamais sénateur. Et parallèlement à ça, vous regardez que France 2 fait un reportage sur Glencore. Faites les liens entre les deux situations. France 24, France 2. Vous comprenez qu'effectivement, il se passe quelque chose. Les Français sont conscients que les lobbies Glencore et les autres sont en train de faire jouer leurs outils au niveau de la Belgique pour faire sortir un chef de guerre des prisons pour l'utiliser comme un chien d'attaque. Mais en méconnaissant totalement les règles internes de la RDC et la position, la posture, l'allure de la RDC aujourd'hui en tant que pays indépendant, souverain et digne. Ça, ils avaient oublié. Alors, vous constaterez qu'il y a une chose. Après avoir fait cette machination particulière, notamment celle de considérer que la Cour pénale internationale, comme toutes les cours internationales, a ce qu'on appelle les délais raisonnables. On ne peut pas garder quelqu'un en prison sans observer les délais raisonnables, qui ne peut pas, en toutes circonstances, dépasser 5 ans. Donc, si quelqu'un, au bout de 5 ans, aucun juge parmi eux n'a constaté qu'effectivement, il y avait vice des procédures, pendant 5 ans, personne ne l'a constaté. On le constate 10 ans plus tard. C'est un problème gravissime, donc il n'y a pas vice des procédures, c'était une démarche purement politique qui a été appliquée. L'option politique étant mise à jour aujourd'hui, on a affaire à une cour politique. C'est de cette façon-là. Et le gouvernement soupçonne des juges on exercerait des pressions sur certains juges de la CPI? Non, il n'y a pas de pression. Ce sont des lobbies qui ont fonctionné. Je vous parle des Glencore qui utilisent la Belgique et qui utilisent certains juges. Ce n'est pas pour rien qu'on ne peut pas aimer Trump. Ils l'ont dit que c'est une cour politique avec des options politiques. La RDC a été la première victime de cette démarche politique vis-à-vis d'elle. Parce que l'idée ici des Glencore est affiliée de récupérer les Katanga, rien que les Katanga qui les intéressent. Ils ont tenté d'utiliser Katumbi, ça n'a pas marché. Parce que le type a des casseroles tellement qu'on ne peut pas en défaire totalement. Il en restera toujours une ou deux qui vont traîner à ses pieds. Et les autres
n'ont pas le profil. Que gagnerait l'État congolais à quitter la CPI, par exemple? Si l'État congolais aujourd'hui parle à l'unisson avec les États-Unis d'Amérique d'abord, qui est la première puissance qui finance en premier la Cour, l'État congolais, c'est lui qui donne, qui livre ses ressortissants à la CPI, le seul d'ailleurs, me semble-t-il, qui a livré à la CPI ses ressortissants. Les autres, on est partis les arrêter ici ou là et tout ça, mais l'État congolais a livré. Donc la crédibilité de cette Cour dépend fondamentalement de l'État congolais. Si on se retire, cette Cour n'a plus l'État congolais, c'est un chantage? Ce n'est pas un chantage, c'est une souveraineté. Tout simplement, si nous estimons que cette Cour qui était montée, organisée pour trancher de manière subsidiaire à ce que nous ne pouvons pas faire au plan interne parce qu'on n'a pas les moyens de faire des enquêtes, se change maintenant et se charge de faire la politique sous la houlette des multinationales, notamment Glencore, il faut le citer parce que France 2 le cite, France 24 le cite. Et par conséquent, en utilisant quelques Congolais un peu perdus qui cherchent la notoriété occidentale et tout ça à travers la Belgique, ils sont utilisés sans le savoir. Ce sont des Philistins en fait de la culture internationale et de la culture de notre histoire, de notre sacralité. Ce sont des Philistins. Et par conséquent, on les utilise. Et ils vont se réveiller un matin en se disant, tiens, nous sommes trompés totalement et ça sera trop tard. Madame, nous avons des problèmes en RDC, c'est vrai, comme d'autres pays, peut-être un peu plus élevés. Nous venons d'une période très difficile. On a eu quasiment 6 millions de morts, un pays coupé en 3. On a remonté la pente tout doucement, ce n'est pas facile. Y a-t-il satisfaction dans tous les compartiments? Non. Il y a encore de la misère, il y a de la souffrance. C'est une réalité. Est-ce que cela nous conduit à l'indignité? Non, me semble-t-il. Et cela nous conduit à pouvoir dénaturer les sacrés, c'est-à-dire... Le Congo doit-il rester dans la CPI comme membre, malgré tout ce que vous venez de relever? Y a-t-il un intérêt quelconque? Nous pensons, et je pense que la réforme de la justice en RDC peut permettre utilement qu'on puisse sortir de cette instance et régler nos problèmes seuls. Parce que la démarche politique qui a été démontrée avec des lobbies passant par la Belgique pourra encore survenir parce que l'histoire du Katanga ne sera pas réglée demain. Tant qu'on n'a pas détaché les Katanga de la RDC, ce type de situation surviendra encore et encore et encore. Freddy Mulumba, la CPI, encore, le Congo a tout l'intérêt de rester membre signataire du traité de Rome avec tout ce qu'on voit, avec ces irrégularités aujourd'hui en Centrafrique, parce que Jean-Pierre Bemba a été acquitté, les victimes l'ont été pour rien. Est-ce qu'il y a une utilité? Moi, je pense que c'est une décision politique. Ça dépend de la décision que le gouvernement va prendre. Mais, madame, je pense qu'il y a une difficulté chez nous au Congo, c'est la naïveté. La Cour pénale internationale n'est pas neutre. Parce que généralement, cette Cour est est utilisée par les multinationales qui contrôlent les hommes politiques en Occident pour régler les comptes avec leurs adversaires. Quand vous n'êtes pas d'accord avec nos amis occidentaux, on passe par la Cour, avec leurs médias, ils enflamment l'opinion, ils accusent les gens, ils diabolisent même. Et la Cour vient pour faire son travail. Mais ici, c'est pour relever quelque chose, c'est dire aux Africains, aux Congolais, que toute institution internationale aujourd'hui est contrôlée par les lobbies. Ces lobbies ont leurs clients, donc leurs travailleurs, ce sont les hommes politiques en Europe, en Amérique. Parce que ce sont ces lobbies qui financent les campagnes électorales. Donc ils n'ont pas de compte à rendre au peuple américain, au peuple belge, au peuple européen. Ils ont des comptes à rendre aux entreprises. Donc, ça remet même en cause la soi-disante démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Ceux qui ont l'argent imposent leur point de vue. Donc c'est à nous de savoir où sont nos intérêts et comment se battre pour les protéger. On n'a pas d'autre choix. Merci Freddy Mulumba. Merci Jean-Marie Kassamba. Un dernier détail pour terminer. Juste parce pour préciser et compléter ce qu'a dit Freddy Mulumba tout à l'heure, la CPI, vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, a fonctionné, d'ailleurs que la Côte d'Ivoire n'avait même pas ratifié, pour aller arrêter un président de la République, Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, sa femme a été amnistiée par Ouattara. Rappelez-vous que le débat en Côte d'Ivoire, c'était quoi? Le marché du port d'Abidjan, c'était le cacao, encore la Suisse, Glencore, n'est pas loin, mais aussi la Côte d'Ivoire avec le pétrole qui a été découvert là-bas. Et donc,
à l'époque, c'était Jacques Chirac qui était aux commandes. Sarkozy est venu juste après. Et parce que Gbagbo, regardez les profils, était dans le patriotisme ivoirien, il fallait le désactiver au profit de Ouattara, dont l'épouse d'ailleurs, pour votre information, est contrôlée par beaucoup des intérêts occidentaux. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Terminé, Jean-Marie. Aussi longtemps que les Congolais ne soient pas conscients que nous avons notre rôle à jouer dans ce monde aujourd'hui, la Chine l'a dit d'ailleurs avec les 60 milliards que nous devons ponctionner pour une grande partie, il faut que la classe politique se déconnecte des milieux belges. Les milieux belges qui sont des commissionnaires de la RDC un peu partout et que la politique s'est faite chez nous avec les Congolais. Merci Jean-Marie. 30 secondes terminées. 30 secondes. Nicolas Hulot, ministre de l'Environnement français, a démissionné à cause des lobbies. Et par conséquent, si vous n'avez pas conscience qu'effectivement, le monde aujourd'hui est géré par des puissances, des multinationales à travers les lobbies, c'est que vous n'avez rien compris du tout. Et la RDC est la terre des prédations pour ces multinationales à travers les lobbies belges, dont l'intervention des Congolais encore naïfs et producteurs aujourd'hui de ce qu'on voit. Merci Guillaume, merci Jean-Marie, merci Freddy. L'avion qui a transporté Jean-Pierre Bemba, l'avion appartenait bien à un grand avocat qui est dans le lobby pur sucre. Merci Madame, Messieurs. Nous espérons que vous avez suivi avec beaucoup d'attention cet entretien. Nous revenons et la suite, c'est dans les prochains jours. Merci et à très bientôt.